l'Union européenne, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs, c'est-à-dire c'est une organisation politique institutionnelle qui est totalement originale, parce que ce n'est pas un État, ce n'est pas une fédération, c'est interétatique, c'est-à-dire c'est un accord, ce sont des traités internationaux, et des traités internationaux qui portent un certain nombre de politiques par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux originalités dans l'Union européenne telle qu'elle est. Le fait que ce soit des traités, ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer changer l'Union européenne autrement qu'à l'unanimité des États qui en font partie, c'est-à-dire les 27. Donc ça veut dire qu'on ne change pas l'Union européenne de l'intérieur à traité constant. Toutes les forces politiques qui disent on va réussir à changer l'Union européenne de l'intérieur à traité constant, tout ce que raconte le PS par exemple, mais même aujourd'hui EELV ou quelques autres, ça c'est faux déjà, rien que pour ça. Et par ailleurs, cet ensemble de traités, il y a des traités fondamentaux et il y a du droit dérivé qui est intégré dans le droit national. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas une question de politique étrangère. C'est une question de politique interne, parce que tout ce que couvre l'Union européenne et les champs de compétences de l'Union européenne sont considérables, en réalité s'appliquent directement dans le champ national, directement. Alors, directement ou par transposition, mais en tous les cas, ça s'applique dans le champ national. Et donc, à partir de là, on voit que l'Union européenne n'est pas modifiable de l'intérieur à traité constant, qu'il s'agit de traités à l'unanimité, enfin, je veux dire qu'ils peuvent être seulement modifiés qu'à l'unanimité, et qui, en plus, dans lesquels les institutions elles-mêmes ne permettent pas une expression populaire à proprement parler, puisque le seul moment où directement les institutions sont le reflet des choix populaires, c'est-à-dire une institution directement élue, c'est le Parlement européen. C'est la seule institution qui, dans les institutions de l'Union européenne, est directement élue. Alors, souvent vous entendez dire que le Parlement européen est un ectoplasme qui ne sert à rien. C'est totalement faux. C'est totalement faux, parce qu'il a quand même... Alors c'est un système institutionnel qui repose sur un équilibre très défavorable au Parlement européen, c'est vrai, mais dans lequel le Parlement européen a un poids réel. La politique est largement surdéterminée par l'ensemble des exécutifs des États membres, représentés 2 fois, en réalité 3, donc moins 2, c'est-à-dire le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres de l'Union européenne. Les chefs d'État et de gouvernement donnent les grandes impulsions, le Conseil des ministres traduit dans les propositions de texte ce qu'on appelle le droit dérivé, les directives, et la Commission, qui se présente comme étant le gouvernement de l'Union européenne, élabore, fait des propositions et transmet tout ça au Parlement européen. Le Parlement européen n'est pas nul parce qu'il peut accepter ou refuser. Il n'a pas l'initiative, c'est vrai, mais il peut accepter ou refuser. Et donc, de ce point de vue-là, il compte énormément parce qu'il a un poids qui lui permet au moins de refuser un certain nombre de choses, même s'il n'a pas la capacité d'impulser les choses. Ceci dit, je vous invite à considérer que le Parlement français n'est pas très différent de ce point de vue-là. Le Parlement français, en réalité, n'a pas l'initiative de la politique nationale. L'article 20 de la Constitution dit le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation, détermine et conduit. Et c'est le gouvernement, article 21 et les suivants jusqu'à 24, qui pose l'ordre du jour prioritaire du Parlement. Et de ce point de vue, on peut dire que le Parlement national n'a pas non plus réellement d'initiative, et on le voit concrètement tous les jours. Mais par ailleurs, le Parlement européen, je reviens à lui, il a cette capacité, ce pouvoir
consistant à sanctionner la Commission. Il peut renverser la Commission. S'il y a une majorité qui se dégage pour ça, le Parlement européen peut renverser la Commission. Vous voyez, ce n'est pas donc un Parlement qui est nul. Et les enjeux des élections là qui arrivent, c'est véritablement de permettre de déterminer une majorité ou pas, je ne sais pas si on l'aura et personne ne peut le savoir parce qu'il y a à l'intérieur de l'Union européenne des regroupements partisans qui ne sont pas exactement ceux que nous connaissons au niveau national, qui permettra au moins de bloquer un certain nombre de choses, au moins d'empêcher un certain nombre de choses nocives, si on y parvient. Et puis aussi de contrôler ce que fait la Commission. Vous voyez, les enjeux, il ne faut pas se raconter trop d'histoires. Le Parlement européen ne va pas à lui seul permettre de changer la politique de l'Union européenne, parce qu'il y a une chose, c'est que la politique de l'Union européenne, en fait, est déterminée par les traités eux-mêmes. Ce sont les traités qui disent quelle politique on conduit. Ça, c'est un truc, vous n'avez qu'un seul exemple historique, c'est l'Union soviétique. Vous n'avez pas d'autre. C'est-à-dire, dans la constitution de l'Union soviétique, je veux dire la dernière mouture adoptée au temps de Brejnev, il y avait, enfin, il y en avait d'autres avant qui le disaient également, mais là, ça a été vraiment très clairement dit, il y avait écrit que les politiques menées par l'Union des républiques socialistes soviétiques étaient des politiques communistes, etc. etc. Bon. Là, dans l'Union européenne, il est, en tous les cas, dans le traité sur l'Union européenne et le traité de fonctionnement de l'Union, qui sont les deux traités fondamentaux qui permettent ce qu'est, enfin, qui fait fonctionner l'Union européenne, il est indiqué que le néolibéralisme est la seule politique possible. Alors, est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce que... Parce que là, je me vois enchaîner et partir dans une réponse très longue. Alors, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Juste en termes de questions d'introduction, ça peut-être rappeler quelles sont les prérogatives qu'on a volontairement laissées à l'Union européenne. Alors, celles qui sont laissées au Parlement national. Elles sont énormes. L'harmonisation du marché intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les politiques qui sont menées sur ce qu'on appelle la concurrence sont de l'Union européenne. Vous voyez cette bouteille d'eau, elle est faite en plastique. C'est du plastique essentiellement, les bouteilles d'eau, comme vous savez, du plastique alimentaire. Ce plastique alimentaire, il obéit à un certain nombre de réglementations. Ces réglementations, elles permettent qu'on puisse vendre cette bouteille partout dans l'Union européenne. Et ça, c'est le travail de l'Union européenne, de faire cette harmonisation du marché intérieur qui est organisée autour d'un principe, mais depuis le début de la création des communautés européennes, c'est le principe de la libre concurrence. Et donc, vous avez ce travail-là qui consiste à poser les normes, c'est-à-dire à faire les textes qui permettent l'harmonisation du marché intérieur, suivant le principe de la libre concurrence, de la concurrence libre et non faussée. Vous avez également une compétence propre de l'Union européenne qui est celle de la politique agricole commune. Ça, c'est la politique historique. L'agriculture. Au départ, c'était pas mal comme idée d'ailleurs. Au départ, c'était quand même l'idée, on est en 57, donc on sort de la guerre mondiale, c'était un peu... il y avait des problèmes, on va dire, encore. Et l'idée, c'était de dire, on met l'agriculture, qui est une activité absolument indispensable, puisque tout le monde mange, à l'abri des aléas, en développant une politique du débouché. Bon, c'est plus ça du tout maintenant. C'est la politique agricole commune, c'est une politique tournée vers l'exportation, et donc vers l'offre. Et le prochain Parlement devra déterminer la politique agricole commune pour 21-27. Donc le prochain Parlement, il a la responsabilité de ça, de déterminer et de voter ce truc, de le voter ou de le refuser. En l'occurrence, je peux vous dire que si, je peux vous dire sans me tromper, que l'ensemble des personnes qui seront élues pour la France insoumise, en l'état, ne pourra pas voter la politique agricole commune telle qu'elle est aujourd'hui dans les tuyaux. Parce que c'est une politique orientée vers l'exportation, donc ça veut dire l'intensification de la production agricole, donc ça veut dire l'utilisation d'intrants chimiques de manière extensive, ce qui entraîne des pollutions diverses et variées partout, du sol, de l'air, etc., et une nourriture de qualité
on va dire, médiocre, voire pire. Bon, ça c'est pour la politique agricole commune. La politique commerciale, ça a l'air abstrait. L'Union européenne, c'est une vaste zone de libre-échange en soi. Hein, tout ce que je vous ai dit sur l'harmonisation du marché intérieur. Mais c'est aussi, vis-à-vis du reste du monde, la zone qui promeut le libre-échange à travers la multiplication des accords de libre-échange, c'est-à-dire d'accords de commerce qui sont des accords qui promeuvent la libéralisation, c'est-à-dire, encore une fois, la concurrence, mais cette fois la concurrence avec le reste du monde, la libéralisation, l'arbitrage. L'arbitrage, c'est un mécanisme, vous en avez peut-être entendu parler, qui consiste à faire que les entreprises transnationales sifflent dans leurs doigts, convoquent les États à leur table et disent « Vous avez pris une réglementation qui est contraire aux bénéfices escomptés, j'en veux pas, parce que ça diminue mes bénéfices, et donc je présente la note, et si vous ne voulez pas payer la note, on demande à des arbitres, c'est-à-dire des avocats internationaux, de régler la question. » Les avocats internationaux qui, par ailleurs, sont des gens qui pratiquent le conflit d'intérêts comme les gens normaux respirent. Et dans les accords de libre-échange également, le mécanisme de coopération réglementaire, c'est-à-dire que toutes les réglementations qui seront prises à l'avenir ne devront pas être trop coûteuses pour les entreprises. Article 21.1 de l'accord entre l'Union européenne et le Canada, trop coûteuses pour les entreprises, c'est-à-dire des réglementations qui ne doivent pas diminuer le bénéfice des entreprises. J'espère que vous avez compris, ce qui importe dans l'Union européenne, c'est bien les bénéfices des entreprises. Au cas où ça vous aurait échappé, il y a ça. La politique budgétaire, pour tout ce qui concerne les membres de la zone euro, qui est une politique, je reviendrai là-dessus, axée sur le remboursement de la dette, et pas seulement les critères de Maastricht, 3% de déficit et 60% de dette, mais aussi ce qu'on appelle la trajectoire de la dette, je reviendrai là-dessus, si vous voulez, mais le remboursement de la dette, qui explique l'austérité perpétuelle dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui, quand le pouvoir actuel organise un grand débat pour essayer de se sortir, comme il le peut, de la crise qu'il a affrontée, auquel il est affronté, la question qu'il pose, c'est quelles sont les dépenses publiques que vous voulez voir diminuer au regard de la rigueur budgétaire. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne contrôle effectivement le budget des États. On l'a vu avec l'Italie, on peut penser ce qu'on veut du gouvernement italien, sauf qu'il a été élu, et que les deux politiques phares du gouvernement italien, qui étaient la politique de revenu minimum d'insertion, revenu universel, très différent, revenu universel, et la retraite à 62 ans, ces deux politiques-là ont été laminées, parce que l'une et l'autre coûtaient pour l'Union européenne, en tous les cas pour la Commission, 2 fois trop cher. Et donc le gouvernement italien a été obligé, en tous les cas il s'est cru obligé, de dire, eh bien, les politiques, la retraite à 62 ans, ce sera seulement pour les carrières longues et cabossées, et le revenu minimum pour tout universel, en fait, s'est transformé en une sorte de RSA. Bon, c'est juste un exemple. Évidemment, on peut parler de la Grèce, qui est l'exemple énorme de ce que ça veut dire que le contrôle budgétaire. Et énorme et mortifère, hein, puisque j'ai utilisé ces mots-là en effet. La politique agricole commune, la politique commerciale, l'harmonisation du marché intérieur, la politique budgétaire, la politique monétaire. La politique monétaire. La politique monétaire, ça a l'air abstrait comme ça, mais dans les pays de la zone euro, c'est la politique qui détermine comment est-ce que est financée l'économie. Alors techniquement, ça veut dire comment est-ce que est contrôlé ce qu'on appelle la masse monétaire dans le jargon. Bon, en gros, ça a l'air abstrait comme ça, mais si on prend un exemple, c'est très facile à comprendre. C'est que le financement de l'économie par la politique monétaire permet ou pas d'avoir des politiques de grands travaux ou non. C'est-à-dire que si on a une politique monétaire restrictive, et on a une politique monétaire restrictive à partir du moment où la Banque centrale a comme objectif de lutter contre l'inflation, eh bien on ne peut pas financer des grands travaux d'infrastructure. Or, la Banque centrale européenne a un objectif et un seul, lutter contre l'inflation.
Donc ça veut dire que si demain, un gouvernement, par exemple en France, serait un gouvernement de gauche, mettons, et qu'on a un président ou une présidente de gauche qui est élu, par exemple, qui voudrait traiter de manière sérieuse la question du réchauffement climatique, du chaos climatique, eh bien, il faudrait mettre en place ce que nous, à LFI, la France Insoumise, on appelle la transition énergétique. Et ça, la transition énergétique, ça veut dire mobiliser des capitaux dans des proportions sérieuses, considérables même. Cela ne peut être possible que si il y a une politique monétaire qui n'est pas une politique restrictive, c'est-à-dire une politique monétaire qui n'est pas celle menée par la Banque Centrale Européenne. Donc vous voyez tous ces verrous. Et directement, c'est la compétence de l'Union Européenne. Il y en a deux autres sur lesquels l'Union Européenne est compétente de manière indirecte, c'est-à-dire que nominalement, elle n'est pas compétente sur les questions fiscales et sur les questions sociales, mais elle l'est en réalité en large partie. Pourquoi ? Sur la fiscalité. La justice fiscale dont on parle beaucoup ces temps-ci, avec les mobilisations qu'on connaît, on parle énormément, c'est même la première des mobilisations en fait. On est comme en 1789 finalement, on est à ce moment-là politiquement. La justice fiscale est bloquée dans notre pays, pas seulement notre pays, dans l'Union européenne, par deux phénomènes qui sont d'une part la liberté de circulation des capitaux, et c'est une première chose, qui entraîne d'autre part le dumping fiscal. Et là, j'en arrive au dur, au cœur, vraiment, des problèmes qui se posent. Il y a 4 libertés fondamentales dans l'Union européenne, qui sont dans les traités sur l'Union européenne. Les 4 libertés fondamentales sont, vous les connaissez tous et toutes, forcément. Eh bien non, vous ne les connaissez pas, parce que comme d'habitude, l'Union européenne n'est pas lisible, n'est pas connue. Liberté de circulation, c'est pas liberté, égalité, fraternité, pas du tout, étonnamment. C'est liberté de circulation des capitaux, liberté de circulation des biens, liberté de circulation des services, liberté de circulation des travailleurs salariés. Ces 4 libertés sont fondamentales pour comprendre la nature de l'Union européenne. Tout à l'heure, je vous disais que l'Union européenne avait dans ses textes, à l'instar de l'Union soviétique, inscrites les politiques qu'elle mène. Ces 4 libertés indiquent que les politiques qu'elle mène ne peuvent être que des politiques néolibérales. Dès lors que vous avez la liberté de circulation des capitaux, nécessairement, vous ne pouvez pas avoir de justice fiscale. Parce que, c'est très simple, mais vous le savez parfaitement, vous êtes riche, vous êtes très riche, je ne parle pas des 300 000 euros que vous avez hérités de Tata Elodie. Non, vous êtes vraiment très riche, vous avez vraiment des gros capitaux, vous les transférez ailleurs. Liberté de circulation des capitaux, là où c'est mieux. Vous êtes une entreprise qui fait des bénéfices en France, par exemple, vous appelez Starbucks, un exemple au hasard, vous avez une grosse activité en France, vous n'êtes pas le café du coin, je parle vraiment des grosses, vous avez une grosse activité en France, pourquoi vous payez 0 impôt ? En utilisant un système parfaitement légal qui consiste à transférer vos bénéfices pour rémunérer l'utilisation de la marque à la holding que Starbucks Hollande détient, puisque Starbucks Hollande détient la marque Starbucks. Miraculeusement, l'ensemble des bénéfices que fait Starbucks en France correspond à ce qu'elle doit payer à la holding. C'est pas long. Donc du coup, elle paye rien comme impôt. C'est juste un exemple qui est rendu possible par la liberté de circulation des capitaux et qui entraîne nécessairement une concurrence fiscale entre les États. Concurrence fiscale qui est que simplement, vous avez un certain nombre d'États qui ont un intérêt objectif à jouer ce qu'en économie on appelle les passagers clandestins. Ce que fait la Hollande, ce que fait l'Irlande, ce que fait la Grande-Bretagne
quand il s'agit de la City, et qui va continuer d'ailleurs, mais bon, pour l'instant, elle est un peu entre deux chaises là, actuellement. Ce que fait le Luxembourg, dont l'ancien Premier ministre est maintenant président de la... Voilà. La concurrence fiscale, pourquoi ? Parce que dans l'Union européenne, il n'y a pas de solidarité, il y a de la concurrence. Et donc, si vous voulez attirer les capitaux et les entreprises, vous faites un régime fiscal favorable aux grandes entreprises et aux capitaux. Souvent, ou peut-être vous avez entendu parler du Portugal. On vous a dit le Portugal réussit à mener une politique de gauche. Il est vrai que le Portugal réussit à augmenter un petit peu les salaires minimums. Pourquoi ? Parce que le Portugal s'est transformé en paradis fiscal pour les personnes fortunées. C'est pas connu, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'elle a scié la base fiscale de ses voisins pour attirer un certain nombre de capitaux. Alors, les personnes visées sont les retraités très fortunés qui ont intérêt à se transformer en résidents fiscaux au Portugal, par exemple. En plus, c'est un pays magnifique et il fait très beau. En plus. Oui, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Sur le plan social également, l'Union européenne a une influence indirecte. Les questions sociales appartiennent aux États. Il n'y a pas de compétence de l'Union européenne. Sauf pour fixer les maximums de réglementation, par exemple les maximums en temps de travail, mais pas les salaires minimums. Ça, non. L'Union européenne ne fait pas dans le salaire minimum. L'Union européenne ne pose pas de règles sociales, sauf donc un certain nombre de maximums, comme sur le temps de travail ou des choses comme ça, quand les États se mettent d'accord pour ça. Et elle pose un certain nombre de normes sur la circulation des travailleurs salariés. Le détachement des travailleurs salariés, par exemple, est organisé par une directive dont vous avez tous et toutes entendu parler, la directive des travailleurs salariés. Détachement des travailleurs salariés. L'idée n'est pas mauvaise au départ. C'est-à-dire l'idée de dire que un Portugais, un Espagnol, un Roumain, un Belge va pouvoir travailler en France, en Italie, en Espagne, enfin vous voyez, ailleurs, et qu'il est payé à ce moment-là aux conditions de travail du pays, c'est pas mauvais comme idée. C'est-à-dire que si un Portugais vient travailler en France, par exemple, il est payé aux conditions du pays. Il touche au moins ce que touchent les gens qui habitent sur place. Normal, très bien. Sauf, et le diable est dans les détails, les cotisations sociales. Une paille. En Slovénie, c'est 18% du salaire, en France, c'est 50%. Donc vous êtes un employeur. Je ne parle pas d'un employeur qui aurait l'intention d'exploiter à outrance. Je parle simplement d'un employeur qui fait ses comptes. Un employeur des bâtiments et travaux publics, qui soumissionne, qui répond à un projet, je ne sais pas, Sartreville refait la place du marché. Hop, elle fait un appel d'offres. Vous êtes une entreprise de bâtiments travaux publics, vous répondez, qu'est-ce que vous avez intérêt à faire ? À faire une réponse qui tient compte du coût d'un salarié aux conditions françaises ou du coût d'un salarié détaché aux cotisations sociales bulgares ou slovènes ou roumaines. Bah oui, vous faites ça. Et c'est pas parce que vous êtes un salaud, c'est parce que c'est la logique du truc. Donc on est là-dedans, dans ce genre de système qui place la concurrence über alles, comme disent nos amis allemands, c'est-à-dire au-dessus de tout. À partir de là, la question qui était posée tout à l'heure, qui est est-ce que la souveraineté existe encore ? La réponse est non. Nous ne sommes plus dans un pays souverain. Les 5 instruments d'intervention publique ont disparu. Quand on dit harmonisation du marché intérieur, on parle de quoi ? On parle de politique de concurrence. Et on parle de service public. La détermination du périmètre du service public, aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Les services publics sont soumis au principe de la concurrence.
Or, vous le savez parfaitement, les services publics, c'est premièrement la réalité de l'accès au droit, la réalité de l'accès au droit. Nous sommes, nous, pour qu'il y ait des droits, mais pas des droits théoriques, pas des droits de papier, des droits vrais, des droits véritables. Or, nous savons que l'accès au droit, c'est la réalité de l'accès au droit. C'est-à-dire que si on parle de démocratie, on ne parle pas de démocratie dans l'air, on parle de droit à l'éducation, on parle de droit à la santé, on parle de droit au transport, etc. On parle aussi de services publics qui sont le cœur de l'exercice concret de la démocratie. Donc ça, c'est terminé. C'est mis sous le régime de la concurrence. La politique agricole commune, j'en ai parlé aussi par rapport aux possibilités d'agir, etc., sur notre environnement, ce qu'on a dans notre assiette, notre système de production. Le système de production aussi, harmonisation du marché intérieur, ça compte. La politique commerciale, c'est un truc à l'air lointain comme ça, etc. Non, c'est extrêmement concret. Quand vous avez une entreprise qui dit je ne veux pas que vous preniez une réglementation qui est contraire à mes bénéfices escomptés, et si vous le faites, je vous fais condamner par un arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on perd la capacité, nous, comme peuple, de déterminer nos choix collectifs. Puisque, à ce moment-là, si on ne veut pas de gaz de schiste, si on ne veut pas d'OGM, après tout, on a le droit. Pourquoi est-ce qu'une entreprise ne poursuivrait pas en disant vous en voulez pas, malheureusement, moi j'en fais. Et j'ai le droit d'attaquer l'Union européenne et l'État dont vous faites partie, parce qu'elle a pris une réglementation qui décourage. Même chose sur la coopération réglementaire à l'intérieur des traités. La coopération réglementaire, une réglementation qui serait trop coûteuse pour les États, serait considérée... Vous savez, je suis comme tous les Parisiens, dès que je passe le périph', j'ai pas ma pollution, donc je tousse. La coopération réglementaire, donc, avant de faire le numéro de la Dame aux Camélias, c'est le fait que les coopérations, les réglementations futures ne devront pas être trop coûteuses pour les entreprises. Donc ça veut dire demain on arrive au pouvoir. Demain on a soit Mélenchon président, soit quelqu'un d'autre. Enfin un président, une présidente de gauche, mettons, par exemple. Ça peut arriver. Qui décide de la transition énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire décider de la transition énergétique? Ça veut dire prendre un certain nombre de mesures financières, j'en ai parlé tout à l'heure en parlant de la Banque centrale, mais ça veut dire aussi prendre un certain nombre de mesures réglementaires. En disant, les entreprises extractivistes, vous êtes gentils, mais là, vous allez moins en faire. Voire plus du tout dans certains cas. Dans les 2 heures, vous avez Total, par exemple, mais vous avez Eiffage, d'autres, qui poursuivent l'État en disant, non, moi je veux que vous continuiez les politiques auparavant, et je m'appuie pour cela sur les traités de commerce internationaux. Et si je ne m'appuie pas sur les traités de commerce internationaux, je m'appuie sur les principes qui sont définis dans le cadre de l'harmonisation du marché intérieur, c'est-à-dire les principes de concurrence. Donc vous voyez, avec tout ça, alors sur les budgets, je ne vous fais pas un dessin. Le budget, c'est le cœur de l'intervention publique. C'est par le budget qu'on décide quoi? Une paille, qu'on décide est-ce qu'on va mettre de l'argent dans les écoles plutôt ou dans l'armée? C'est des choix. On peut choisir de mettre dans les écoles, on peut choisir de mettre dans l'armée, ça se discute tout ça. Ça s'arbitre. C'est pour ça qu'il y a des élections. Plus du tout. D'abord, austérité. Austérité parce que dans les traités concernant le traité de stabilisation, de coordination et de gouvernance de 2012, vous savez, ce traité, Hollande était arrivé en 2012, il avait dit je vais vous renégocier ça, vous allez voir, avec ses petits bras musclés. Il a mis 3 semaines et paf, il a signé sans rien changer. Il y a juste de gouvernance qui a été rajoutée. C'est ça, hein. Et de coopération. Enfin, il a rajouté un mot. Avec ce traité d'austérité,
non seulement les critères de Maastricht dont vous avez entendu parler, vous savez, les 3% de déficit et les 60% de dette dont tout le monde a entendu parler, aujourd'hui, ça va plus loin. Aujourd'hui, il faut que les États dégagent un excédent primaire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire un excédent primaire? Ça veut dire qu'avant le paiement de la dette, il faut que les États dégagent un excédent. Concrètement, ça veut dire baisser les dépenses, mais pas un peu, hein, baisser les dépenses, augmenter les recettes. Après, les Gilets jaunes, effectivement, manifestent en disant « mais comment ça se fait, justice fiscale, tout ça ?» Non, non, on augmente les recettes, on baisse les dépenses. Ça veut dire baisse des services publics tout en augmentant les impôts. Concrètement, on peut dire ça. Et la différence entre les deux, c'est-à-dire l'excédent primaire qui est dégagé vers le remboursement de la dette, c'est-à-dire des banques. Oui, effectivement. Vous voyez le type de politique qui est menée. Voilà, ça c'est effectivement l'Union européenne telle qu'elle est, effectivement. C'est-à-dire pas l'Union européenne fantasmée, vous savez, que nous raconte Nathalie Loiseau, que nous raconte Yannick Jadot, que nous en raconte quelques-unes, vous savez, celle où on nous parle du progrès, de l'Europe sociale. À ce niveau de flou et d'imprécision, on peut parler de progrès, d'Europe sociale, et hop, on sort ça du chapeau, etc. Non, la réalité, c'est celle-là, aujourd'hui. Bien. Donc là, je sens que j'ai plombé l'atmosphère, parce que maintenant, évidemment, j'enchaîne, hein, j'enchaîne. Maintenant, la question qu'on a bien fait le tour de la question, on se dit, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'effectivement... Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, tu nous as parlé toutes les routes. Hein. Voilà, j'ai parlé toutes les routes. C'est d'ailleurs pour ça que notre ami Alain Madelin disait, ça a été rappelé tout à l'heure, que l'Union européenne était l'assurance vie contre le socialisme. Mais, parce que c'est un obsédé du socialisme, mais sinon il aurait pu dire contre une politique de gauche. Simplement, sans aller utiliser les grands mots. Voyez. Juste un peu de justice fiscale, un peu de service public, un peu, voyez, de péréquation territoriale, ce genre de truc. Non, même ça, c'est pas possible. Alors, premier constat, les forces politiques qui disent « à traité constant, c'est modifiable », se foutent de nous. Voilà, c'est très clair. C'est-à-dire les forces politiques qui disent « on peut, à l'intérieur de l'Union européenne, telle qu'elle est, et sans changer les traités, on peut faire ce qu'on veut en jouant à la marge et en jouant des coudes un petit peu, etc. » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, effectivement, les politiques libérales sont dans les traités. Les traités, c'est ce que doit appliquer l'Union européenne, ce que doivent appliquer les États. Et à partir de là, il n'y a pas d'autre moyen pour eux de le faire, sauf à rentrer en conflit avec l'Union européenne. Ce qu'ils n'ont pas l'intention de faire lorsqu'ils sont, en tous les cas, pour ce qui concerne les forces politiques qui disent que c'est changeable à un traité constant et qui nous racontent le pipeau de demain l'Europe sociale, demain l'Europe écologique, demain l'Europe démocratique, etc., etc. Alors, à partir de là, nous, on fait quoi? Eh bien, nous, on propose deux choses. Déjà, on propose... Là, il y a une élection... Alors, on s'inscrit volontairement dans le calendrier électoral. On ne sait pas si le calendrier électoral va être effectivement le véritable calendrier. En réalité, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a une crise sociale aujourd'hui en France qui fait qu'il y a une incertitude que personne ne mesure. Bon. Mais ça, c'est autre chose, je la mets délibérément de côté, parce que comme personne ne la mesure, nous non plus. Enfin, je veux dire, on ne peut pas s'amuser à dire dans nos boules de cristal ce qui va se passer. Si on s'inscrit dans les échéances électorales, on dit deux choses. On dit la première chose, le Parlement européen, il serait totalement irresponsable de ne pas participer. Je veux dire par là de ne pas voter. On entend souvent à gauche des gens qui disent « les institutions sont illégitimes ». Elles sont illégitimes parce que en 2005, le traité constitutionnel européen a été rejeté 3 fois. Une fois par la France, une fois par l'Irlande, une fois par les Pays-Bas, et néanmoins, il est devenu en 2007 le traité de Lisbonne qui porte le traité de fonctionnement de l'Union et le traité sur l'Union européenne, qui sont les deux textes fondamentaux de l'Union européenne aujourd'hui. Donc certains disent on ne vote pas pour un machin qui est illégitime. C'est une erreur.
c'est une erreur politique fondamentale, et nous on dit qu'il faut effectivement participer et convaincre d'y participer, ne serait-ce que pour éviter les horreurs qui arrivent. Ça a été dit, mon engagement militant de fond, il est celui des accords de libre-échange. Je peux vous dire qu'il y en a 12 qui nous attendent là derrière. Il n'y en a pas un, deux, il y en a 12 qui nous attendent derrière. Vous savez, c'est juste avant les élections, on bloque les trucs les pires, et puis après, c'est la déferlante. Là, il y en a 12 qui arrivent. Mais il y en a plein d'autres comme ça dans d'autres domaines. Donc ça, déjà, c'est une première raison pour s'occuper de cette question-là, maintenant. Également, de construire un rapport de force, ou en tous les cas, essayer de renverser un rapport de force à deux niveaux. Au niveau national, là, on n'est pas dans la réponse par rapport à l'Union européenne, on est au niveau national, mais ça compte aussi. C'est vrai que ce serait quand même un peu dommage de laisser au pouvoir actuel le soin de gagner les élections, même par défaut, même par l'abstention. Et d'autre part, le fait de construire au niveau de l'Union européenne des forces politiques qui iraient dans le sens d'une refondation complète de ce qu'est le projet européen. Deuxième étape, l'étape cruciale, celle des élections nationales, qui arrivent en 2022. Là, ce que nous préconisons, c'est la rupture. Alors, ça peut se dire de différentes manières, mais on est dans la rupture. C'est-à-dire, la France, qui est un grand pays, qui n'est pas un pays comme la Grèce, siffle la fin de la partie. Et dit, maintenant, sur un certain nombre de points, ça suffit. Non pas la rupture pour la rupture, mais la rupture pour mettre en place les politiques dont nous avons besoin. Les politiques de service public, les politiques de justice fiscale, environnementale, les politiques de justice sociale. Donc la rupture, et on voit immédiatement avec nos partenaires les moyens de reconstruire autre chose. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut péter l'Union européenne pour péter l'Union européenne, parce que si c'est pour faire comme les Britanniques, ça ne sert à rien. Mais au moins dire, voilà, sur un certain nombre de points, ça on n'accepte plus. Et sur une base démocratique, on refonde le projet européen avec nos partenaires par la négociation. Après, il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire, s'il faut sortir, on sort. Si ce n'est pas la peine, on ne sort pas. Mais en tous les cas, telle qu'elle est aujourd'hui, rupture avec les traités. Ça, c'est véritablement le point fondamental de ce que nous disons. Et alors ensuite, effectivement, dans le petit bouquin que j'ai écrit avec quelques-uns, là on est 4 autres à l'avoir fait, il y a des questions de stratégie sur lesquelles je peux revenir si vous voulez, rentrer dans le détail de la manière dont on opère les ruptures, sur lesquelles on a réfléchi un peu plus, mais ça ne représente que le groupe là, qui a écrit le livre. Là, ici, comme candidat LFI, c'est cette idée, on mène les politiques pour lesquelles on est élu, pour cela, on rompt avec un certain nombre de principes fondamentaux de l'Union européenne, on reconstruit autre chose. On refonde le projet européen. Parce qu'on a bien conscience que, vu la puissance de feu des marchés financiers et des transnationales, on n'y arrivera pas avec ce programme saugrenu du Rassemblement national qui consiste à dire on va rester derrière nos frontières, on va taper sur les migrants, puis ça va aller. Non, on ne pense pas du tout que c'est la solution. On reconstruit un projet sur une base démocratique. Là, j'ai fini. Vous avez cité les 4 libertés fondamentales de l'Union européenne, de circulation des capitaux, des services, des hommes. Et j'oublie la quatrième. Alors, il y a les capitaux, les biens, les services. Refonder ou renégocier les traités sans toucher à ces 4 libertés fondamentales de l'Union européenne, je ne comprends pas très bien comment on pourrait y arriver. Ah bon, on n'y arrivera pas. Voilà. Ah non, mais on est bien d'accord. Hein. Ah, on est bien d'accord. Évidemment, ces 4 libertés, extirper la concurrence des traités, c'est le point fondamental. C'est ce sur quoi on n'est pas d'accord. Ah oui. Non, ça alors là, vraiment, merci de la question, ça permet d'insister et de préciser davantage.
Ces 4 libertés dégagent. Sinon, sinon on ne peut pas. Et si ces 4 libertés dégagent, ça veut dire qu'il y a l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, elle n'existe plus. Oui. Et si on est tout seul à dire cette Union européenne-là n'existe plus, on sort de l'Union européenne. Parce qu'on ne peut pas y rester en balayant les 4 libertés fondamentales que les autres, eux, vont continuer à respecter. Oui, oui. En fait, c'est fondé sur un pari politique qui est double, qui consiste premièrement à dire on ne va pas être tout seul parce que aussi on construit des coalitions politiques à travers l'Europe telle qu'elle est, d'une part, et d'autre part, c'est sur l'idée politique qui effectivement est un pari, mais qui est un pari qui est raisonnable, qu'on peut prendre, qu'on ne va pas nécessairement parier sur la déraison de nos partenaires. On a des partenaires naturels qui sont nos voisins. On travaillera avec eux comme eux travailleront avec nous. Et dès lors qu'un pays comme la France, qui est un grand pays dans l'Union européenne, dit « je veux arrêter de me faire tondre la laine sur le dos et il y a un certain nombre de choses que je ne veux pas, on renégocie », ils renégocieront. Il n'y a pas de raison fondamentale de penser que d'une part, il n'y a pas un certain nombre de pays qui fondamentalement seraient d'accord avec nous, et d'autre part que même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, a priori, ne se mettraient pas autour d'une table. On parle souvent de l'Allemagne. L'Allemagne, effectivement, a des intérêts qui sont divergents avec beaucoup des nôtres et avec aussi beaucoup d'autres pays dans l'Union européenne. On verra bien comment elle agit, mais on peut voir que son intérêt en tant qu'État n'est pas de fractionner le continent. Donc, pourquoi ne négocierait-elle pas? Alors, dire qu'on obtiendra tout ce qu'on veut, il faut voir. Mais en tous les cas, l'essentiel, c'est jouable. Et de toute façon, quel choix on a? Quel choix on a que de dire, maintenant, on arrête la plaisanterie, c'est terminé, on veut autre chose, puisque c'est effectivement qu'on veut autre chose. Est-ce qu'on peut, de notre propre initiative, décider de ne plus appliquer la circulation des capitaux? Oui et non. Oui, parce que... Voilà. Oui, parce que politiquement, dès lors qu'un gouvernement a derrière lui la population et les mouvements sociaux, je veux dire la mobilisation sociale, oui. Non, si on s'en tient au strict plan juridique. Voilà. Et ça fait aussi partie de ce qu'on dit, c'est qu'on ne va pas se situer dans le cadre de l'article 50, comme font les Britanniques. Parce que ce n'est pas la peine de partir dans 2 ans de négociations infructueuses. Ce n'est pas la peine. On sera laminé avant, on aura été coupé en petits morceaux avant par l'intervention des marchés financiers, donc ce n'est pas la peine. Vous avez une question? Oui, déjà merci pour la clarté de votre exposé. Juste 2 questions, peut-être de clarification aussi, mais comment est-ce qu'on explique qu'on a, je pense à l'espace Schengen par exemple, on a l'impression que c'est quand même une exception à la libre circulation des hommes. Et ensuite, pourquoi évoquer directement de sortir de nous-mêmes des traités plutôt que de dire on s'assoit juste dessus et on attend qu'on nous les expulse? Oui. Ce qui ferait peut-être moins peur aux gens. Oui. Que quand on entend sortir de l'Union européenne, plutôt que dire Absolument. on ne veut pas sortir, mais on sortir pas. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de dire on pète l'Union européenne, on va au combat en disant on pète l'Union européenne. Parce que effectivement, on est dans un contexte électoral, on est dans un contexte où il faut convaincre les gens et non pas où il faut effrayer les gens. Et effectivement, l'idée, c'est de dire d'abord nos idées, d'abord notre programme. Donc, on veut justice fiscale, justice environnementale, justice sociale, services publics, fiscal, voilà. C'est à peu près les transitions énergétiques. Ça, c'est le cœur de notre programme. Il y a des obstacles que nous pose l'Union européenne, on s'assoit dessus. C'est ça
le fait de dire, alors après on utilise le mot qu'on veut, c'est ça, ou pas justement, ça va dépendre du contexte, mais l'idée c'est de dire notre programme, le reste on l'écarte. Alors si effectivement on est dans l'idée de dire ah, mais ça va effrayer tout le monde et ça va faire fuir tout le monde, c'est bien la raison pour laquelle on ne met pas en avant l'idée de dire on pète l'Union européenne. Malheureusement, j'ai l'impression que souvent les gens achoppent sur le mot sortir, où là il y a. Quel est le terme qui a été employé hier? Je ne sais plus, c'est désobéissance, c'est ça? Je ne sais plus. Désobéissance, se placer en dehors des traités. Ouais. Mais en tout cas, pour le premier point aussi, juste, comment est-ce qu'on explique qu'on a eu l'espace Schengen par exemple, Ah oui. qui était une exception En fait, l'idée de la libre circulation des personnes, c'est pas exactement ça dans l'Union européenne, c'est la libre circulation des travailleurs salariés. C'est un petit peu différent. La circulation des personnes relève de la compétence des États membres qui se sont mis d'accord à l'intérieur de l'Union européenne sur une politique spécifique qui pourrait continuer que l'Union européenne existe ou pas, qui s'appelle le traité de Schengen, effectivement, puisque ça a été signé à cet endroit-là, et qui concerne spécialement le passage des frontières par les personnes physiques. Et ça, les États membres, premier principe, conservent la compétence là-dessus. Et donc, quand ils l'estiment nécessaire, ils rétablissent les frontières physiques, ce qu'ils font actuellement. La Hongrie, la France, avec l'Italie à Vintimille, par exemple, l'Espagne avec le Sud, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y en a la Bulgarie, enfin bon, il y en a quelques-uns comme ça. La Grèce aussi, il me semble. Ce type de clause-là n'existe pas pour les autres libertés fondamentales. Non. Non. C'est-à-dire que l'espace, en fait, d'un point de vue strictement juridique, l'espace Schengen se trouve dans l'Union européenne, mais ce n'est pas l'Union européenne au sens à proprement parler. C'est-à-dire que l'espace Schengen, c'est un cas particulier dans lequel les États ont considéré devoir coopérer et laisser la gestion de cette coopération à la Commission, qui met en place une politique, qui est la politique qu'on appelle Frontex, c'est-à-dire la politique de gestion des frontières extérieures, Frontex. Je crois que ça s'appelle Frontexit. Ah, exit? Frontexit. C'est sûr. Voilà. Ouais, j'ai lu ça dans Politis. Et donc la compétence fondamentale, c'est-à-dire de la surveillance des frontières, reste aux États. Et donc ils remettent les frontières qui n'ont pas disparu en réalité pour les personnes physiques. Là où les États ont laissé leurs compétences, c'est sur le détachement des travailleurs salariés. C'est un petit peu différent. Voilà ce qui explique. On pourrait dire que la Grande-Bretagne a utilisé ça, le détachement des travailleurs salariés, pour provoquer une réaction de la part de son propre peuple et rejeter l'Union européenne. Parce que c'est ça qui a déclenché le rejet. Les plombiers polonais, comme ils disaient à l'époque. En dehors du fait qu'ils n'adhèrent pas à l'euro, ce que je leur reproche aussi. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mon sentiment, c'est qu'au fond, cette affaire, au départ, c'est de l'amateurisme politique. C'est mon sentiment, mais peut-être que c'est de l'amateurisme politique de la part du Premier ministre. À l'époque, c'était Cameron, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui, à un moment donné, se trouvait en difficulté pour tout un tas de raisons. Et qui, porté par son élan, et parce qu'il flirtait un peu avec l'extrême droite, naturellement, je veux dire, a promis un référendum en se disant on va gagner ça ou la main. De là à dire que l'Union européenne, que la Grande-Bretagne a fait exprès de jouer du détachement des travailleurs salariés, je suis pas sûr, parce que franchement, la Grande-Bretagne parvient à faire du dumping social comme une grande. Enfin, je veux dire, elle a quand même une grande longueur d'avance. Et là, autant je suis prêt à dire tout le mal qu'on peut sur l'Union européenne, autant là-dessus, je dois dire que la Grande-Bretagne, sur le plan social, est quand même
a quand même une expérience de laminage des droits sociaux depuis Margaret Thatcher qui n'a rien à envier à personne en fait. Hein. Voilà. Enfin, le contrat 0 heure CE, l'opt-out qui permet de travailler jusqu'à plus de 62 heures par semaine CE. Même l'Union, une des raisons pour lesquelles un certain nombre de nos amis en Grande-Bretagne voulaient rester dans l'Union européenne, c'est que l'Union européenne, d'un point de vue social, était moins pire que ce que faisait le gouvernement. Donc de là à dire que le gouvernement a usé de l'Union européenne pour amener les gens à sortir, je crois que fondamentalement, il y a eu ce rôle d'amateurisme politique du gouvernement qui a joué sur un certain nombre de peurs et qui a joué sur un certain nombre de réflexes xénophobes, et que ces réflexes xénophobes, ils viennent aussi de la réalité d'un pays qui a été socialement dévasté par les effets de la mondialisation financière. Si vous regardez la carte électorale du non et du livre, la sortie, elle correspond vraiment de manière frappante avec la carte des dévastations sociales en Angleterre notamment, au Pays de Galles. De la pauvreté. De la pauvreté. De la pauvreté. C'est très frappant. Monsieur Aufond. Oui, je vais intervenir sur le fond. L'Europe, telle qu'elle est actuellement, c'est l'Europe de la finance. Et qui empêche les peuples d'exprimer leurs souhaits. Quelques exemples. Le gouvernement italien a fait un programme, un budget, mais l'Europe n'a pas accepté. Il a fallu qu'il abandonne. Donc, et dans d'autres domaines, c'est pareil. La Grèce, par exemple, pour avoir 80 milliards de prêts, il fallait malgré que c'était un gouvernement de gauche, qu'elle développe l'austérité. Si elle n'acceptait pas, elle était rejetée hors de l'Europe. Ça veut dire qu'actuellement, les pays ne peuvent pas prendre des décisions. Par exemple, chaque pays doit présenter son budget avant à la communauté européenne, avant que le Parlement décide. C'est-à-dire que le peuple est empêché de régler ses problèmes lui-même. C'est la Commission qui décide. Les 3%, etc., etc. Donc, je crois que le devoir de l'ensemble de la gauche, c'est d'essayer de trouver des solutions pour que les peuples deviennent véritablement souverains et qu'on fasse l'Europe des peuples. C'est-à-dire que si en France on décide de certaines conditions, eh bien on les applique parce que c'est le peuple qui l'a choisi. Mais là, c'est absolument impossible. C'est l'Europe de la finance et la Banque centrale européenne a dépensé des milliards pour alimenter les banques, pour alimenter la spéculation immobilière, foncière. Donc je crois qu'on a une grosse responsabilité en tant qu'organisation et parti de gauche pour faire que finalement on arrive à trouver des solutions qui fassent qu'on a l'Europe des peuples, mais pas l'Europe de la finance. Voilà ce que je voulais dire. Oui, mais ces solutions, effectivement, elles passent par une rupture à un moment donné qui se situe au niveau des élections nationales. C'est-à-dire que la rupture se fera grâce à 1, 2, 3, 4 pays, si possible plusieurs, sinon le nôtre. Puisqu'on a cette responsabilité, nous là, c'est pas particulière, enfin on parle aussi au niveau où nous on peut agir, bien sûr. Allez-y. Monsieur Aufond. Oui, je rejoins un peu ce que disait la précédente personne. L'inquiétude, un petit peu, c'est qu'on constate que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y a un rouleau compresseur. Chez nos amis anglais, ils ont voté, mais on va voir ce qui va se passer, ils vont rester, je pense, parce que ceux qui commandent réellement le décident, le peuple fait bien ce qu'il veut. Ensuite, chez nous, la dégradation des services publics de l'État est telle que les brades, les aéroports, etc., qui
sont plus pouvoir, en fait, par rapport à ceux qui commandent, qui sont ceux qui ont l'argent, les bonnes pensions multinationales. Alors ma question, c'est, il faut avoir de l'espoir, est-ce que dans nos pays voisins, il y a des gens comme nous, enfin, qui se posent la même question et qui ont envie de se fédérer et avec des informations? Oui, oui, ça c'est très important. D'une part, vous constatez que depuis pratiquement 10 ans, il n'y a pas une consultation dans aucun pays européen qui ne soit hostile à l'Union européenne telle qu'elle est. Que ce soit y compris des consultations sur des choses qui ne sont pas forcément fondamentales ou au cœur de l'Union européenne, comme l'accord entre l'Ukraine et les Pays-Bas, par exemple. C'est toujours l'occasion, à chaque fois, de marquer une vraie défiance des populations vis-à-vis de l'Union européenne telle qu'elle est. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, maintenant, les consultations sur l'Union européenne ne se font plus ou ne veulent plus se faire. Et objectivement, depuis 2007, en fait, depuis 2005, donc c'est un peu plus que 10 ans, il n'y a pas une fois où il y a eu une marque de confiance vis-à-vis de l'Union européenne. Le reste de la question, c'était... Est-ce que dans nos pays voisins, dans nos pays voisins, est-ce qu'il y en a qui se posent les mêmes questions et est-ce qu'il y a quelque chose qui se structure? Alors, la France Insoumise a passé un accord avec d'autres partis en Espagne, au Portugal et avec la Finlande aussi, qui sont les partis de gauche, pour une plateforme commune sur cette idée qu'on a exprimé tout à l'heure, de s'asseoir sur les traités, c'est-à-dire de ne pas appliquer les traités, de désobéir aux traités, de s'asseoir sur les traités comme vous voulez, et de placer d'abord le programme de progrès social avant les traités de l'Union européenne. Donc pour l'instant, on est là-dessus, et ces forces-là politiques se mettent en place essentiellement, soit en Finlande, soit dans les pays du Sud. C'est les informations les plus récentes sur la question. Et la Grèce? La Grèce est dans une situation plombée. Il y a des accords qui sont possibles, mais en Grèce, les clarifications n'ont pas encore été faites, y compris à gauche, puisque Syriza est toujours là et s'est scindé. Comme vous savez, il y a eu des éclatements. Donc là-dessus, il y a des moyens de discuter avec un certain nombre de forces politiques en Grèce qui ne sont pas... mais enfin voilà, il y a des discussions avec des forces politiques en Grèce, mais qui ne représentent pas tout ce qui se dit aujourd'hui de gauche en Grèce. À ce propos, pardon, vous avez des contacts avec l'organisation qu'a lancée Yanis Varoufakis? Oui, bien sûr. Je ne me rappelle plus quel est le nom de ce mouvement-là. Ouais, c'est ça. MIE. Les objectifs ont l'air d'être assez similaires sur beaucoup de points. Oui, les objectifs sont similaires sur beaucoup de points. Donc ça, les contacts existent, bien sûr. Ils ont cet objectif-là de fédérer au niveau européen une partie de la gauche pour adresser les mêmes problèmes que ce que la France Insoumise souhaite faire. Voilà. Après, effectivement, là j'ai entendu, vaguement j'ai entendu parler. Il me semble qu'ils ont une génération. Ils ont des choses communes plutôt avec génération. Les choses sont compliquées. Voilà, c'est ça. Et les choses sont compliquées parce que il se trouve que, en tous les cas, pour la France Insoumise, on veut de la clarté. On veut vraiment de la clarté. On ne veut pas avoir comment on appelle ça, de choses où il y aurait de la négociation sur des bases qui seraient d'abord des bases partidaires et pas nécessairement des bases concernant le fond. Et dès lors qu'on commence à aller vers des partis comme Génération ou le Parti Socialiste, on se trouve confronté à un problème qui est qu'on n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'il n'y a pas de liste commune, parce que sur le fond, il y a une divergence, qui est une divergence importante, qui ne nous permet pas
par exemple, d'aller vers un accord avec Génération, par exemple, qui est le fait que Génération dise qu'à traité constant, on peut changer l'Union européenne de l'intérieur. Ça, on pense que c'est faux, et que si on défend ça, on va décevoir une fois de plus les gens, et si jamais on arrive au pouvoir, et qu'on va faire comme Syriza en Grèce, et que ça, on ne peut pas se le permettre. C'est-à-dire que on ne peut pas faire une alliance électorale sur une base qui serait uniquement une façade partidaire, mais qui n'aurait pas sur le fond un accord profond. Et là-dessus, pourquoi est-ce qu'il, souvent vous entendez, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'une liste commune? Fondamentalement, c'est sur cette idée-là qui nous paraît totalement cruciale. Autant on va pouvoir se mettre d'accord sur un certain nombre de choses intéressantes, sur la manière de taxer, par exemple, les transactions financières, sur la manière de taxer les grands groupes, sur les questions écologiques, c'est-à-dire la transition énergétique. On peut discuter, il y a des points communs, il y a des choses qui se recoupent, etc. Mais sur quelque chose qui est fondamental, qui est la nature de l'Union européenne, ce qu'elle nous permettrait ou pas de faire si nous arrivons au pouvoir, là-dessus, il y a une divergence profonde. Et on ne veut pas, en tous les cas, LFI, la France Insoumise ne veut pas qu'il y ait un manque de clarté là-dessus. Alors j'en parle d'autant plus facilement que, je ne sais pas si ça a été dit au départ, mais moi-même, je ne suis pas la France Insoumise. Je viens du mouvement social et j'ai rallié la liste. Et si j'ai rallié la liste, c'est précisément, donc c'est pour ça que j'en parle avec beaucoup de précision, c'est précisément parce que la France Insoumise, sur ces questions-là, est extrêmement claire et ne raconte pas d'âneries. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de faire croire aux gens ce que essaye de faire croire Génération, qui est qu'on va y arriver, avec l'élection au Parlement européen, on va y arriver de changer l'Union européenne de l'intérieur juste sans changeant les traités, sans changer les traités. Ça, là-dessus, la France Insoumise est, me semble-t-il, très au point et très claire. Monsieur, oui, je voulais savoir en fait concrètement comment on évitait justement ce qui est arrivé à la Grèce. Effectivement, bon, Syriza, la Grèce, c'est pas la France en termes de taille d'économie, de taille du pays, mais notamment les pressions au niveau bancaire qui ont fait que toute possibilité de réforme finalement a été annihilée très peu de temps après l'arrivée au pouvoir de Syriza. Comment on évite en fait la même chose si la France Insoumise arrive au pouvoir en France? Alors, vous voyez, je suis un très mauvais commerçant parce que je viens de sortir un bouquin qui parle de ça. J'en ai plus, et j'aurais pu vous en fourguer. Bah. Donc je suis un mauvais commerçant. C'est pas bien. Ou alors il est parti trop vite. Bon, concrètement, comment on fait? Il y a au moins 2 mesures à prendre, au moins 2, tout de suite, en arrivant au pouvoir. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas tanguer, hein, mais il faut les prendre tout de suite. C'est rétablir le contrôle sur le mouvement des capitaux. Ça veut dire une des 4 libertés fondamentales, on dit qu'on ne l'applique plus. Effectivement, ce qu'on a dit tout à l'heure, on s'assoit sur des traités, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée, on ne l'applique plus. C'est-à-dire que là, top tout de suite, dans les 2 heures où on arrive au pouvoir, il faut faire ça. Et l'autre chose aussi à faire dans les 2 heures, peut-être même avant, c'est la reprise de la Banque centrale, la reprise en main de la Banque centrale. Vous le savez, la Banque centrale européenne, c'est un conglomérat de banques centrales nationales. Chacun des pays est représenté au conseil d'administration de la Banque centrale européenne. Donc la Banque de France existe, comme il existe la Banque d'Italie, la Banque d'Espagne, etc., qui ont décidé de faire un conseil d'administration commun et d'appeler ça la Banque centrale européenne pour contrôler la monnaie européenne. Là, il faut immédiatement et par décret reprendre le contrôle de la Banque centrale française et lui ordonner d'avoir une politique monétaire on va dire, expansive. On ne dit pas que ça va être de tout repos, on ne dit pas que ça va être facile, et on ne dit pas que ça ne va pas hurler partout. Mais on est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que la Grèce ne l'a pas fait, et exactement ce que vous avez dit s'est passé, c'est-à-dire que
le dimanche 14 juillet, je crois me souvenir que c'était le 14 ou le 15 juillet, je ne sais plus. Ils ont fait un référendum, le lundi, il n'y avait plus de liquidité. C'est illégal, hein. N'empêche que c'est comme ça que ça se passait, il n'y avait plus de liquidité et même dans les distributeurs, simplement. Bon. Ça, c'est la Banque centrale qui décide ça, et ça, il faut remettre la main concrètement dessus. Alors ensuite, il y a un autre problème qu'on développe dans le petit livre. Après, c'est des questions qui sont en même temps politiques et en même temps techniques et qu'on soumet, qui consiste à dire que, l'intégration du droit français fait que si par exemple il y a un certain nombre de mesures de suspension des directives ou de non-application des directives, ça entraînerait forcément une réaction devant les tribunaux d'un certain nombre d'entreprises, etc. Et pour nous, il est très important, ne serait-ce que par un référendum, par exemple, d'organiser la suspension du titre 15 de la Constitution qui dit qu'il faut que le droit européen prévaut sur le droit français. Nous, voilà. Ça, c'est à titre personnel que je rajoute ça, si vous voulez, dans le débat. Mais en tous les cas, par rapport à ce que dit simplement la France insoumise, c'est que les mesures à prendre immédiates, contrôle des capitaux, Banque centrale européenne, et à partir de là, effectivement, on applique des politiques sans tenir compte des injonctions de l'Union européenne. Sachant par ailleurs qu'il y a une autre réalité concernant l'Union européenne, c'est que nulle part, il n'existe de clause, dans aucun des traités, qui permettent de virer les États. Ils n'ont pas pensé parce que ça fait partie un peu de la redance de celles qui ont écrit ce genre de traité. Ils imaginent que jamais personne ne peut contester cette si belle et si merveilleuse Union européenne telle qu'elle est. Ils n'ont même pas imaginé qu'il y ait l'obligation pour eux de virer des États. Ça n'existe pas. Donc, on n'est pas obligé d'arriver en disant ça ne peut marcher que si on casse tout, que si on sort, que si... Non, même pas. On fait ce qu'on a à faire, on n'obéit pas aux injonctions, on se blinde du côté des marchés financiers avec le contrôle des capitaux et avec le contrôle de la Banque centrale. J'ajoute, avec aussi le fait qu'il va falloir mettre le nez dans les banques. Hein. C'est-à-dire que... Bon. Ça aussi. Hein. Et puis, de toute façon, on ne peut pas nous... Personnellement, alors, voilà, création d'une banque, etc., d'un contrôle, d'une régulation, nationalisation, comme on veut, mais on ne laisse pas la BNP décider de la politique financière de la France. Alors après, je ne sais pas, c'est lui qui donne la parole, hein, c'est pas moi. C'est un petit peu sur le même thème, finalement, le fait que c'est des gens qui ont mis en place leur système depuis longtemps, qui est là, qui a l'air de fonctionner. On a vu avec la Grèce comment ils ont pu être durs, on va dire, avec un changement de régime à l'intérieur du pays qui avait quand même une volonté démocratique qu'ils n'ont pas du tout respectée. Et dans l'idée d'une prospective où la gauche pouvait arriver au pouvoir en France, ça allait certainement pas être une partie de plaisir. C'est-à-dire que là, il allait y avoir un conflit ouvert. Ces questions de libre-échange, etc., c'est quelque part presque des armes de guerre économiques qui remplacent peut-être d'autres manières de dominer un pays en envahissant, etc. Et donc, voilà, quels sont un petit peu je pensais qu'il ne suffisait pas peut-être de simplement dire, on s'assoit sur les traités, parce qu'il va y avoir probablement en retour des représailles ou des choses, que ça vienne des marchés financiers, même pourquoi pas des banques elles-mêmes directement. Et je pensais à cette idée notamment de, si les banques ferment leur guichet, ça devient tout de suite très compliqué. Et voilà, quelles sont un petit peu vos options vous en avez déjà parlé un petit peu, on va dire, comment selon vous ça peut se passer finalement. C'est-à-dire, vous passez vos 2 décrets et puis après, les gens vont réagir en face, qu'est-ce qui pourrait se passer. Ils ont les gens en face, c'est-à-dire les marchés financiers et les banques, de manière générale, vont avoir 2 moyens de réagir.
qui va être d'une part d'attaquer l'euro, mais alors ce qu'on appelle l'euro-franc. C'est-à-dire qu'en fait, figurez-vous que l'euro est une monnaie commune, mais ce n'est pas totalement une monnaie unifiée. C'est-à-dire qu'on ne prête pas au même taux à l'État français qu'à l'État italien, qu'à l'État grec, etc. Donc nécessairement, les taux d'intérêt vont monter, les taux d'intérêt de l'euro pour le remboursement de la dette française vont monter. D'où la nécessité absolue de prendre la main sur la Banque centrale française, parce qu'il ne sera pas seulement question pour elle de poser un certain nombre d'ordres vis-à-vis des banques commerciales, des banques de second rang, et de leur dire ça, vous arrêtez les transferts vers les pays étrangers, j'interdis les transferts vers les pays étrangers au moins pendant un certain temps, mais il va falloir leur dire aussi à la Banque centrale de créer de l'euro. C'est-à-dire d'avoir une politique monétaire expansive le temps que les marchés se calment et comprennent qu'ils n'ont plus rien à en tirer puisque de toute façon, la dette sera financée par la création monétaire. Mais ils ont le droit? Non, aujourd'hui, on n'a pas le droit. Mais il va falloir le prendre. Ça ne peut être qu'une mesure transitoire parce que c'est une mesure inflationniste à terme. Il n'est pas question non plus qu'on arrive à 3000% d'inflation. On va s'arrêter avant. Mais en tous les cas, on remet les pendules à l'heure en disant vous faites ça, vous attaquez la dette publique, hop, on crée de la monnaie sur laquelle on finance la dette publique. C'est du chantage. Oui. Oui. On est aucune condamnation morale, au contraire. Non, je veux dire, il y a un moment donné, les décisions politiques, on est aussi dans le rapport de force. Est-ce que les autres pays européens, on pourrait dire, du coup, on n'accepte plus les paiements depuis la France? Alors, si les autres pays européens disent on n'accepte plus les paiements depuis la France, là, effectivement, on est dans quelque chose où on est vraiment dans une situation dure. On n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que les autres pays auraient autant à en pâtir que nous. Donc, une fois que tout le monde aura fait peur à tout le monde, on va se calmer, on va se mettre autour d'une table et on va négocier. En quoi ils vont pâtir? Parce que la France, c'est 21% du PIB de l'Union européenne. Et c'est le premier client de l'Allemagne, le premier client d'Italie, le premier client d'Espagne, etc. Donc il y a objectivement un certain nombre de pays avec lesquels on ne se fâche pas. Et avec la France, voilà, les gouvernements vont hurler, les médias vont hurler, apathie va devenir tout vert, et puis quand il aura fini d'être tout vert, ou tout bleu, ou tout rouge, le réalisme va faire qu'il n'y a aucune raison que les gouvernements se rendant compte qu'effectivement la France n'accepte plus un certain nombre de choses, disent bon, on se calme, on remet les choses à plat et on négocie. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y aura une période comme ça, critique, certainement, mais ça on est dans le jeu politique. Il y a une période critique pendant laquelle tout le monde va se traiter de tous les noms, puis quand ils auront fini de se traiter de tous les noms, ils renégocieront. C'est comme ça tout le temps. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas envoyer la bombe atomique sur l'Allemagne, et l'Allemagne ne va pas nous envoyer quoi? Qu'est-ce qu'il va nous envoyer? Non, on ne va pas faire ça. Il y a un moment donné, nécessairement, une fois que tout le monde aura bien crié, ce sera fait les poumons, un peu comme les enfants, une fois qu'ils ont bien crié, à un moment donné, ils s'endorment. Voilà. C'est pas une vision irénique, c'est-à-dire que objectivement, nous sommes dans des économies interdépendantes, et donc nous avons les moyens de dire nous ne voulons plus nous faire traiter comme des paillassons et nous faire manger la laine sur le dos, on arrête un certain nombre de choses, on se donne les moyens d'arrêter un certain nombre de choses, maintenant on négocie. Voilà. Mais c'est sûr que ça va chier. Oui, un petit mot, dans vos documents que vous publiez, vous parlez d'option A et d'option B. Oui. Je voudrais savoir ce que ça veut dire. En gros, l'option A, c'est on cherche une solution, l'option B, on sort si on n'a pas de solution. C'est-à-dire, en fait, l'idée de cette histoire de plan A, plan B, c'est être crédible. Être crédible dans la menace. Voilà. C'est parce que, si vous voulez, je ne sais pas comment... Pour moi, cette histoire de... Enfin, pour moi,
c'est la leçon qu'on doit tirer de la Grèce, de ce qui s'est passé en Grèce. La Grèce, le gouvernement grec est arrivé à la négociation une corde au cou et un genou en terre. Ah, évidemment, il a perdu la négociation. Si on arrive à la négociation en disant, bon, ça et ça, on n'en veut pas, on se donne les moyens de s'affranchir de ce dont on ne veut pas, et en plus, on vous dit que si vraiment ça tourne au vinaigre, nous, on s'en va. Hop, ensuite, on négocie. Vous voyez, ça s'appelle tout simplement installer un rapport de force. Il ne faut pas oublier qu'on est dans les premiers contributeurs au budget de l'Union européenne non plus, donc on a un poids à mener. C'est-à-dire qu'en gros, on donne 9 milliards de plus que ce qu'on reçoit. Et on pourrait dire par exemple que ces 9 milliards, je crois que c'est ce qui est expliqué dans le bouquin, que ces 9 milliards pourraient par exemple être redispatchés dans un budget de coopération, mais pas dans le cadre de l'Union européenne. Oui, par exemple. Et là, du coup, on va essayer regardez, pour vous donner une image, alors je ne sais pas si ça marche cette image, je vais la tester auprès de vous là ce soir. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour moi, ça me rappelle exactement la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'est fondé sur quelque chose qui est « je peux t'apporter un coup mortel si toi tu m'apportes un coup mortel ». Maintenant, on ne va pas s'apporter du tout, ni l'un, ni l'autre. C'est ça? Bon, je vais prendre la parole parce que... Bon, Pierre, vas-y. Alors, je reviens longtemps en avance au début de ton intervention. Donc, c'est pas l'avenir, mais c'est comment ça marche aujourd'hui. Oui. Et là, j'ai un truc que j'ai pas bien compris, il faut que tu m'expliques. Oui. Tu as dit, quand tu as pris l'Europe, comme structure Europe, etc., c'est surtout le grand méchant qui tape avec un bâton quand tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Mais quand tu as pris l'exemple de la politique environnementale, tu as dit, bon, ben, si on dépense trop, etc., l'Europe tape. Mais il y a une chose qui ne va pas bien là, c'est que sur la question environnementale, c'est l'Europe qui fait les paquets, qui négocie avec les autres pays au titre de l'Europe. Et il y a, ça s'appelait le paquet climat, avant c'était les 3 fois 20, maintenant c'est des chiffres un peu différents parce qu'on a progressé, mais je veux dire que du point de vue de la politique environnementale, c'est l'Europe qui est un peu en avant, enfin qui est en tout cas en avant. Et donc, c'est pas son rôle de l'Europe là sur cette question-là, c'est pas de taper tout sur ceux qui dépensent trop. C'est que pour atteindre les objectifs qui ont été arrêtés, eh ben, il faut investir. L'Union européenne est plutôt mieux. Alors, vous pouvez l'enregistrer et je vais dire du bien de l'Union européenne. Ça arrive. J'ai essayé de t'appeler là. L'Union européenne est mieux que la France, par exemple, concernant un certain nombre de points sur la politique environnementale. Et notamment sur la protection de l'environnement, c'est-à-dire sur les questions tout à fait précises et importantes de ce qu'on met dans les sols, dans l'air, dans l'eau. Et notamment, elle a une réglementation sur les pesticides, notamment l'utilisation des intrants chimiques dans l'agriculture, qui est une réglementation moins pire, moins laxiste que la réglementation française. Et ça, c'est une réalité, c'est-à-dire que l'Union européenne fait mieux que la France. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas très difficile, mais en tous les cas, c'est une réalité. Et par exemple, vous vous souvenez aussi, dans la mobilisation Notre-Dame-des-Landes, le petit campagnol des marais, vous vous souvenez de cette petite bestiole, à un moment donné, l'Union européenne la protégeait. Le triton crété des marais. Donc l'Union européenne la protégeait, cette charmante petite bête. Et ce qui a posé un problème aux promoteurs de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il y en avait beaucoup dans le coin. Vous voyez, donc, ce que fait l'Union européenne là-dessus est intéressant. Et en tous les cas, mieux que ce que fait la France ou d'autres pays. Voilà. Ça, c'est une réalité. Bon, maintenant, si on prend l'écologie, on va dire, d'un point de vue global, il y a 2 problèmes
qui sont énormes et qui sont plutôt maltraités par l'Union européenne. Je reviens aux accords de libre-échange. Le fait, par exemple, de signer des accords de libre-échange, là, a été négocié un accord avec le Japon, qui va intensifier encore, si c'est possible, les échanges avec le Japon, et on va voir encore plus le GEFTA, ça s'appelle, par exemple, de voitures échangées, par exemple, entre l'Union européenne et le Japon. Sur un plan écologique, c'est une aberration totale, parce que échanger des biens qui, sur des marchés déjà sursaturés, à pleine maturité, qui sont des biens pondéreux, qu'on va trimballer sur des, comment on appelle ça, des navires marchands. Chaque navire marchand supplémentaire, enfin, les navires marchands, on parle des porte-conteneurs gigantesques, vous savez, qui sont grands comme des barres d'immeubles. C'est 1 million, c'est l'équivalent en termes de pollution d'1 million de voitures au gasoil. C'est ça que ça veut dire aussi. Et l'Union européenne n'en a pas un, encore en tous les cas, elle en a 12 sous le coude. Vous voyez, de ce point de vue-là, ce que ça peut vouloir dire, l'intensification encore davantage des échanges commerciaux sur le plan écologique. Et par ailleurs, la politique de concurrence, qui est la politique interne de l'Union européenne, entraîne à l'intérieur de l'Union européenne une intensification également des échanges et donc une pollution aussi absolument colossale. Pourquoi y a-t-il, enfin je sais pas, ça vous arrive quelquefois de prendre votre voiture, si vous en avez une, et d'aller vous promener sur nos jolies routes. Pourquoi à partir du lundi matin jusqu'au vendredi, y compris le samedi, vous avez un mur de camions sur la file de droite et qu'on est obligé de rouler sur la file de gauche? C'est tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de réglementations qui sont des réglementations de libéralisation du rail, des réglementations qui font que la route ne paye pas ce qu'elle devrait payer en termes de destruction et de dégradation de l'environnement, et qu'au fond, les politiques de libéralisation et de concurrence de l'Union européenne amènent à cette situation absurde sur le plan écologique, d'une intensification à l'intérieur de l'Union européenne avec ces échanges par camion, par exemple. Voilà. Vous voyez, Comme la Suisse est en dehors de l'Europe, eux, ils mettent tous les camions sur les trains. Oui, par exemple. Bon, ça, c'est le ferroutage qui n'est pas réellement fait sous nos climats. Bon, après, j'ajoute à cela un certain nombre de réglementations dont on a entendu parler qui sont un petit peu scandaleuses sur de la chimie également, qui fait que, vous le savez, l'Union européenne est très 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 perméable au lobby, cette lobby d'affaires, et que donc, par exemple, vous avez un certain nombre de règles, par exemple, sur Monsanto, qui visaient à empêcher un certain nombre de produits fabriqués par Monsanto qui ne sont pas interdits parce que l'Union européenne est perméable au lobby. Donc tout ça... Voilà, le glyphosate, par exemple. Tout ça, ce sont des exemples qui montrent toute l'importance que nous devons accorder à ces questions européennes. Et puis surtout, le fait de dire que, bah oui, y compris dans l'écologie, il y a des choses intéressantes, mais pas tout. Sur des questions de stratégie, puisque vous parlez, il faut parler de l'Europe en termes de lobbyistes, pourquoi ne pas étudier au plus près ce phénomène et utiliser des méthodes qu'ils emploient contre eux-mêmes? Alors ça, c'est une grande question. Je peux vous y répondre d'un point de vue personnel parce que il se trouve qu'à un moment donné, dans l'attaque, j'ai été en charge directement de nos relations avec nos partenaires européens dans le cadre du Forum social européen et puis dans tout le suivi entre deux forums sociaux européens. Et évidemment, on a été confronté à cette idée parce que certains disent dans le mouvement social, il faut qu'on s'organise comme des lobbies et qu'on fasse pareil. Certains le font. Certaines grandes organisations, notamment celles qui ont la culture, on va dire anglo-saxonne, le font.
aboutissent à un certain nombre de résultats. Par exemple, je pense à ce que fait une organisation des Pays-Bas qui s'appelle le CEO, qui précisément est une organisation qui surveille les lobbies et qui elle-même s'organise comme un lobby et qui est d'une efficacité redoutable. Mais on constate aussi un problème très sérieux, c'est la différence de moyens. Il y a 50 000 lobbyistes à Paris, à Bruxelles pour à peu près un peu moins de 40 000 fonctionnaires de l'Union européenne. Et là-dessus, quelque chose comme 90% sont des lobbies d'affaires. Le seul CEFIC, qui est le lobby chargé de la promotion des industries chimiques, le IC, c'est industrie chimique, a au dernier recensement 150 salariés, ce qui est autant que toutes les autres organisations de protection de l'environnement, à lui seul. Voilà. Et donc la disproportion de moyens fait que on peut effectivement s'organiser en lobby, mais certains le font. Certains le font. Mais on n'arrive jamais à être aussi efficace que les lobbies d'affaires. Et puis, on n'arrive pas à être aussi efficace que les lobbies d'affaires aussi parce que l'efficacité des lobbies d'affaires, c'est pas la petite enveloppe. Enfin, c'est pas seulement la petite enveloppe. Ça peut l'être. Et la corruption existe partout, ici, là, comme ailleurs. Mais l'efficacité des lobbies d'affaires, c'est de pouvoir organiser à leur profit ce qu'on appelle des portes tournantes. C'est-à-dire que si vous regardez le profil du fonctionnaire type dans l'Union européenne, c'est quelqu'un qui commence comme contractuel dans l'Union européenne, qui passe par les lobbies, qui revient dans l'Union européenne, qui repasse dans les lobbies, etc. Nous, comme lobby, si nous nous organisons comme lobby, nous n'offrirons pas de débouchés aux commissaires européens, à la retraite ou aux fonctionnaires qui ont envie de s'enrichir. C'est une certitude. On n'a pas les moyens de devenir riche ou d'être très bien payé ou d'avoir des lobbyistes très grassement payés quand on s'occupe de l'évasion fiscale ou de la protection de l'environnement. Et donc, on ne peut pas s'aligner de ce point de vue-là. C'est bien la raison pour laquelle nous les refusons en tant que tels, les lobbies. Nous considérons que c'est profondément antidémocratique et que l'idée ne consiste pas seulement en les réglementer, mais en les interdire. Ou alors, si on les autorise, en les autorisant loin, c'est-à-dire à l'autre bout du parc, clôturé dans un champ et avec une muraille de Chine. C'est-à-dire que vraiment, on ne peut pas, on ne doit pas commencer une carrière dans l'Union européenne, continuer dans les lobbies, revenir, etc. Ça doit être totalement impossible. Et s'il y a des syndicats patronaux, des syndicats d'industrie chimique, etc., qui veulent donner leur avis, ils le donnent. Ils le donnent. Mais ils n'ont pas la capacité de faire la carrière de ceux à qui ils donnent leur avis. Voilà. Madame ? En fait, ce que vous décrivez, ça ressemble à ce qui se passe dans les autres pays, comme le personnel politique aux fonctionnaires passe ensuite dans le privé et puis il fait du pantouflage. C'est exactement la même chose. Exactement. Hein, exactement. Personnellement, je m'intéresse au pacte finance-climat. Oui. Et je voulais savoir quelle était la position de LFI par rapport à ce projet. Dites ce que c'est ce truc, le pacte finance-climat. Le pacte finance-climat, en fait, c'est le projet parce que j'en ai compris, de demander un financement de près de 1 000 milliards, quelque chose comme ça, pour la transition écologique. Ça rassemble différentes sensibilités politiques, séquences partisans en fait. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en est? Enfin, moi, c'est ce que j'en ai compris. C'est pas comprimé d'Amérique.
Non, c'est C'est pas le truc de la Rotorou, c'est ça? Avec en recourant à un impôt européen. Je croyais que c'est ça. Alors ils doivent, en principe, Enfin, non, pas un impôt demandé sur les individus. Un impôt sur les sociétés. Je crois que c'est ça son projet. Est-ce qu'on est dans la collecte obligatoire ou est-ce qu'on est dans la contribution volontaire? Je peux comprendre que c'est obligatoire. Hein. Un impôt, pas des dons. Parce que par rapport à ce que vous dites, hein, l'idée en elle-même est séduisante. Ensuite, il faut regarder les modalités. Si on est dans une contribution volontaire des entreprises, il va se passer ce qui se passe toujours dans ces cas-là, c'est-à-dire que effectivement les entreprises vont donner un petit peu à la condition que ça aille pas trop loin et qu'elles puissent un peu contrôler ce qui va se décider, puisque quand on donne quelque chose, on décide de l'argent. Enfin, quand on donne l'argent, on décide. Si l'idée c'est de faire une contribution obligatoire sur les entreprises, là on est dans autre chose. On est dans autre chose qui est tout à fait intéressant, et singulièrement s'il s'agit d'entreprises particulièrement polluantes. Et ça voudrait dire, premièrement, que l'Union européenne change de nature, c'est-à-dire qu'elle serait capable de lever des impôts. Et là, on fait un saut vers autre chose qui s'appelle le fédéralisme. On est dans un autre projet politique. Excuse-moi, tout à l'heure, tu as parlé, je ne sais plus si c'est toi ou si c'est hier à La Réunion, que le ridicule 1% du budget européen, on serait plutôt pour y aller au moins vers 5%. Oui, parce qu'il est tout petit. Mais pour revenir sur le pacte financier, si on est dans la collecte d'impôts obligatoires, donc ça veut dire que soit on va vers, mais c'est peut-être ce qui est recherché, auquel cas ça peut être aussi quelque chose de défendable, on va vers un changement de nature de l'Union européenne, mais ça veut dire qu'il faut mettre en place des systèmes effectivement démocratiques pour la collecte de cet impôt. Et donc ça veut dire qu'il faut changer les traités, notamment celui sur le Parlement européen, parce que là, il faut lui donner la compétence de décider du montant de l'impôt et de son assiette. Et là, on est dans quelque chose qui peut être très intéressant, mais qui veut dire que politiquement, on passe vers un autre système où là, il y a une acceptation et la mise en place des principes démocratiques, enfin des mécanismes démocratiques pour sa mise en place. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un Parlement européen qui ressemble à quelque chose, il ressemble à quelque chose. Je veux dire un Parlement européen qui puisse collecter les impôts, décider de son assiette, etc. Et donc là, ça peut être un projet tout à fait intéressant, mais ça veut dire, là aussi, changer les traités. Et là-dessus, ça veut dire l'unanimité. Alors, est-ce que c'est faisable ou pas? Dans l'état actuel des choses, l'unanimité, ce n'est pas faisable. Surtout pas pour collecter des impôts. Voilà. Encore moins pour mettre des normes environnementales. Et encore moins pour mettre des normes environnementales, effectivement, puisqu'un certain nombre d'États refusent ça. Je vois mal Merkel laisser taxer l'industrie automobile allemande pour lutter contre la production. Oui. Personnellement, je le vois pas. Oui. Et comme il faut son avis. Oui. Non, bon, en soi, l'idée a une cohérence, mais à mon avis, c'est pas applicable. C'est cohérent, c'est pas applicable. C'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire ça fait partie de toute la série d'idées tout à fait intéressantes et portées par des gens de très très bonne volonté, mais dont l'applicabilité n'est pas pour demain. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de se bercer d'illusions là-dessus? Alors, sauf à faire peut-être ce qu'on appelle les coopérations renforcées, c'est-à-dire au moins 7 ou 9 États. Mais les coopérations renforcées, jusque-là, quand il s'agit de mettre en place une taxation supplémentaire, ça a échoué. Attaque est bien placée pour le dire, puisque la taxation des transactions financières, qui a été lancée là, il y a quelques années dans le cadre d'une coopération renforcée, a échoué.
Et c'est un échec. Moi, ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'ils avaient le projet de porter la nécessité de mettre en place un traité sur la transition c'est ça. et l'écologie, et puis de faire en sorte que les versements soient faits par la banque, d'après ce que j'ai compris, La Banque par centrale. oui. Comme de la même manière que la Banque centrale avait renfloué au moment de la crise de 2008 les banques. Oui, d'accord, c'est autre chose. Enfin, voilà. Alors là, c'est autre chose. Donc le projet, c'est mettre en place un traité. Non, c'est assez clair. C'est mettre en place un traité et la Banque centrale finance, c'est-à-dire qu'elle n'est plus dans la politique d'austérité qui est la sienne. Parce qu'elle finance à l'heure actuelle, puisqu'elle donne, je crois, 40 ou 80 milliards aux États à l'heure actuelle, aux banques. Ah non, beaucoup plus. Non, c'est beaucoup plus que ça. Mais non, 80 milliards, non, il faut rajouter un zéro derrière. Par mois. Le LTRO, c'est ce niveau-là. D'accord. C'est le LTRO, les rachats de créances publiques. D'accord, par mois. Donc sur l'année, oui, parce que moi oui, d'accord, ok, on est d'accord. Ça aussi, c'est jouable à la condition d'avoir l'unanimité. Ah, c'est l'unanimité. Bah oui. Oui, puisqu'il faut avoir, vous l'avez dit, hein, il faut avoir un traité. Et c'est l'unanimité. Antonio? Alors j'aurais besoin d'une précision, c'est sur la liberté de circulation des capitaux. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Est-ce que par exemple, est-ce que ça empêche de taxer les sommes qui rentrent et de taxer les sommes qui sortent? Non, ça n'empêche pas. Alors, non, ça n'empêche pas de taxer les sommes qui rentrent et les sommes qui sortent, effectivement. Et donc, politique. Oui, et donc ça veut dire que là, effectivement, sur cette question extrêmement précise, il a fallu que le gouvernement abandonne l'exit tax. C'est-à-dire, vous savez, la taxe de ceux qui sortent, effectivement, des capitaux sortants. Il l'a abandonné. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'Union européenne, c'est vrai. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles le gouvernement français est directement responsable. Et ça, c'en est une, effectivement, importante. Donc là, c'est-à-dire, par exemple, pour les GAFA, on peut très bien les imposer comme on le souhaite. Alors, ils faire leur argent pas complètement. vers leur filiale. Oui, à la condition de faire des choses qu'on ne fait pas en France, mais on pourrait le faire, effectivement, c'est-à-dire la taxation sur les bénéfices consolidés, et obliger ces entreprises-là à donner au gouvernement français, au fisc français, les informations qu'elles ne sont pas obligées de donner pour l'instant. Le seul problème, c'est que ça n'empêcherait pas n'empêcherait pas l'entreprise en question de pratiquer entre ses filiales un certain nombre d'échanges à des prix de transfert. C'est-à-dire, par exemple, l'exemple que je donnais tout à l'heure sur Starbucks ne serait pas empêché par cela. Et donc, on resterait avec un problème très sérieux de possibilité de taxation. On pourrait taxer, par exemple, le chiffre d'affaires. On pourrait taxer le chiffre d'affaires. Mais ça aurait l'activité plutôt que on va dire, oui. Oui. Qui resterait le bénéfice. Sauf que, avec la liberté des mouvements des capitaux, les entreprises ont la possibilité de réduire leur assiette fiscale. Puisqu'il suffit qu'elles envoient pour des motifs divers et variés, comme par exemple la rémunération de leur marque, elles envoient l'argent à l'extérieur qui, là, ne peut pas être taxé. Ouais, mais le chiffre d'affaires, c'est juste, ça peut être, on va dire, la vente. C'est la vente de biens. Oui. Et ça, on peut le taxer directement. Oui. Et c'est pourquoi il ne faut pas se priver de dire que le gouvernement français a une responsabilité dans la situation actuelle. Quelqu'un, s'il vend 1 million de café par mois, on taxe 1 million de café, on sait combien il est loin, à peu près 3 ou 4 euros. On taxe cette fois, ça fait 4 millions par mois. On taxe ça, et puis voilà. On s'occupe pas de savoir qui repaye après. S'ils font des bénéfices ou pas. Voilà, exactement. On ne peut pas se baser sur la TVA pour ça, d'ailleurs. Pourquoi sur les résultats de la TVA pour avoir une idée tout à fait claire de...
de l'activité d'une entreprise. Oui, quelle déviation, le différentiel entre ce qu'ils achètent et ce qu'ils vendent, ça colle. En tout cas, c'est par rapport à leurs produits de vente, en fait. Oui, vous voyez, il y a des possibilités d'agir qui ne sont pas utilisées par le gouvernement. Et c'est vrai qu'on ne peut pas accabler, si, on peut accabler l'Union européenne, bien sûr, mais le gouvernement a une part de responsabilité très sérieuse aussi dans ce qui se passe. Tout à fait sérieuse. Sur les critères de Maastricht, le 60%, qui c'est qui le respecte? Personne. Eh ben oui. Alors c'est pas la peine de dire il y a des critères qui sont pas respectés, donc c'est pas des critères. Non, c'est pas des critères qui sont respectés. En revanche, dans le TSCG, c'est-à-dire le traité de stabilité, qui est celui qui s'applique effectivement dans la zone euro, il y a dans le semestre européen la vérification par la Commission du respect de la trajectoire de remboursement de la dette. Et c'est la Commission qui décide elle-même si cette trajectoire est respectée. C'est-à-dire qu'elle a une latitude très large, totalement arbitraire en fait, de dire le pays respecte ou ne respecte pas. Et il y a des sanctions? Et il y a des sanctions qui sont des sanctions financières et qui peuvent aller jusqu'à 0,1 ou 0,5% du PIB. C'est beaucoup. Hein. Et pour le moment, il y a beaucoup de pays qui ont des trajectoires descendantes? Oui, pas mal. Oui, le Portugal en est un. La Grèce en est pas une, parce que sa trajectoire, en fait, puisque la trajectoire est calculée par rapport au PIB. Comme le PIB se contracte, elle ne peut jamais. Je crois qu'il faut, sous réserve, je dirais aussi l'Espagne. La France, non. L'Italie non plus, non. L'Italie, elle est à tangente. Du coup, j'aurais une petite question. Quels sont les avantages d'être plutôt dans la désobéissance, sachant que justement on encourt des sanctions, des indemnités, etc., plutôt que d'être dans une solution plus liée entre guillemets, de ce qui le problème de rester dans cette légalité-là, c'est qu'elle est paralysante. Si, par exemple, un gouvernement décide de mener des politiques sociales, par exemple, et qui dit on suspend la mise en place de détachement des travailleurs salariés et qu'on le fait légalement. Légalement, qu'est-ce qui va se passer? Des entreprises qui utilisent des travailleurs détachés, Eiffage, vous en connaissez plein, de Bouygues, vont faire un référé devant le tribunal administratif de Paris, par exemple, pour demander la suspension de cette suspension, la suspension de la décision administrative. Et donc là, on sera coincé. C'est-à-dire que si on reste là-dedans, c'est-à-dire si on reste piégé par ce légalisme-là, et si on ne dit pas politiquement on désobéit, on est coincé. Voyez. Est-ce que, c'est une question qui est subsidiaire en fait, c'est tout à fait lié, c'est justement, est-ce que les traités européens, à un moment donné, ne sont pas eux-mêmes un peu illégaux, puisque vous disiez qu'ils étaient illégitimes déjà, et ensuite, on a parlé aussi de la Charte des Nations Unies qui garantit les souverainetés, etc. Est-ce qu'on va jouer aussi sur l'idée que c'est déjà un peu un rapport de force? Écoutez, je ne sais pas si vous avez lu mon petit bouquin, mais c'est exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire, oui, exactement. On termine là-dessus. Enfin, c'est une des choses qu'on dit. C'est qu'il y a dans la Charte des Nations Unies un principe qui est celui de l'autodétermination des peuples, et que ça, c'est un principe fondamental, international, et qu'on n'a aucune raison de ne pas l'appliquer. Et pour nous, ça nous paraît une légitimité supérieure, internationale, à laquelle on n'est pas les seuls. On se définit d'ailleurs dans ce petit bouquin comme internationaliste, LFI aussi. Enfin, je veux dire, là je parle du petit bouquin où LFI c'est la même chose, là, en l'occurrence. C'est la France Insoumise, je veux dire. C'est-à-dire que oui, il y a la Charte des Nations Unies qui dit
autodétermination des peuples. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des conventions, des choses internationales aussi qui vont dans ce sens-là, au-delà de la charte? La Déclaration universelle des droits de l'homme, enfin, on devrait dire des droits humains, parle aussi de la démocratie. Alors, est-ce qu'elle parle d'autodétermination des peuples? Il faudrait quand même vérifier. Et puis, la Constitution française. Le gouvernement pour le peuple, par le peuple, c'est dans la Constitution française. Les représentants. Et par l'intermédiaire de ces... par voie directe, ou par l'intermédiaire de ces représentants, ou par référendum. Ah, il y a les deux. Ah oui. Ah oui, oui. Ah ça, oui, oui, il y a les deux. Par l'intermédiaire de ces représentants ou par référendum. C'est les deux dans la Constitution, gouvernement pour le peuple et par le peuple, et ça, c'est véritablement la question de la souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas un mot grossier. Il faut mettre un strict signe d'égalité entre souveraineté et démocratie, dès lors qu'on parle de souveraineté populaire, ce dont nous parlons constamment, de souveraineté populaire. Souveraineté populaire égale démocratie. On va prendre une dernière question. Oui, parce que vous savez que je recommence demain matin. J'ai une réunion à 10h demain. Toute dernière question, non? On va terminer sur cette conclusion. Désobéir à des traités illégaux, ce n'est pas désobéir. C'est une belle conclusion. Oui, c'est bien. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette